Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. On est donc dans ce deuxième webinaire du cycle de séminaire structure métallique avec SIP, donc génération automatique et gestion des charges climatiques dans SIP 3D. Je vais, avant de commencer, vérifier que vous m'entendez bien. Hier, on a eu quelques petits problèmes et qui étaient, voilà, c'était nous qui étions un petit peu rouillés à la rentrée. On va voir si tout va bien pour vous. Je vais vous poser la question ici sur le chat pour vérifier que vous m'entendez bien. Voilà, donc bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois qu'il y a des participants qui arrivent. Super, très bien. Ok. Bon, bah, du coup, on va pouvoir démarrer sans trop tarder. Il y a quelques participants qui arrivent encore, oui, plusieurs dizaines même. Ok, bah, il y a beaucoup de monde encore une fois aujourd'hui. Très bien. Ok, donc bienvenue donc dans ce nouveau webinaire qui fait partie du cycle structure métallique avec SIP, 3 webinaires de cette semaine pour la rentrée. Hier, on a vu initiation à la modélisation et au calcul des structures avec SIP 3D. Pour ceux qui étaient présents, on a pu voir faire une saisie simple d'une ossature dans SIP 3D. Ceux qui l'ont pas vu, bah, vous pourrez voir le replay sur le site. Aujourd'hui donc, on va compléter ce qu'on a vu hier, génération automatique et gestion des charges climatiques dans SIP 3D. Donc effectivement, hier, on a fait une saisie manuelle de charges gravitaires, charges permanentes d'exploitation. Ici, on va voir comment on va pouvoir gérer automatiquement, semi-automatiquement ou manuellement la saisie des charges climatiques. Et puis, pour rappel, donc c'est un cycle de 3 webinaires. Vendredi, nous aurons la session 3 sur la conception d'assemblage acier, bois, béton avec SIP Connect. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez voir le replay d'hier, si vous voulez voir vous inscrire pour vendredi. Je suis donc Yves Ménez de SIP France. Vous êtes plusieurs participants de plusieurs pays. Il y a des Français, mais il y a aussi, je sais qu'on a beaucoup de sur le continent africain, en Europe, en Belgique, au Luxembourg. Donc, bienvenue à tous. On démarre tout de suite sur ce nouveau webinaire, génération automatique et gestion des charges climatiques dans SIP 3D. Donc, en fait, on a pu voir que le logiciel SIP 3D, hier, on avait fait cette petite ossature toute simple et donc une poutre fixée dans un mur latéralement et puis reposant sur un poteau qui repose probablement sur une fondation. Ça, c'est ce qu'on avait fait hier. Qu'est-ce qu'on avait pu mettre en place comme charge? Donc, on avait obtenu des IPE et un HEA en poteau. Bon, très bien. Et au niveau chargement, alors vous n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions. Là, je vois que vous m'avez tous répondu sur le son, très bien, mais n'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions. J'y répondrai soit pendant, soit à la fin. Il n'y aura aucun souci. Je vais couper ma webcam, je pense que vous m'avez vu et on va se concentrer sur l'outil. Alors, donc hier, on a vu effectivement comment modéliser rapidement une petite ossature, plutôt 2D hein, ici, d'accord? Et on l'avait chargé par les outils de charge sur barre. On n'avait pas trop exploré les autres outils. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait des charges plutôt dites gravitaires. Je vais réduire un peu cette fenêtre. Tac, voilà. Hop. Voilà, on avait mis des charges alors, charge de poids propre, il est automatique. Il y avait de la charge permanente, il y avait de la charge d'exploitation. Très bien. Et donc, c'est avec ça qu'on avait calculé. Dès lors qu'on va avoir un bâtiment en soi, on va avoir un clos
et du coup à mettre en place des charges de neige et de vent sur nos façades, sur nos toitures. Donc assez rapidement, on va arriver à avoir besoin, par exemple, ça c'est une ossature simple, mais on peut avoir une ossature plus complexe, des bâtiments en L, des bâtiments évasés. Dès lors qu'on va avoir un bâtiment, on va avoir, en plus des charges gravitaires, à mettre en place des charges climatiques. Alors, ici, on est dans une modélisation 3D. On verra les avantages de la saisie 3D des charges dans CP 3D. Néanmoins, dans le cours de la présentation, on va voir qu'on peut aller sur d'abord une vision plus 2D de prédimensionnement et ensuite, ce qu'on va voir ici, un aperçu, une saisie 3D des charges. Alors, pour charger cette structure, quelque chose de fondamental qui a été fait sur cet ouvrage exemple qui est déjà terminé, donc, c'est dans les données générales de disposer dans la rubrique action d'hypothèses additionnelles. On voit que c'est un bâtiment où on a du poids propre forcément, de la charge permanente, des surcharges d'exploitation, et on va trouver des cas de charge de vent, 12, et ici, et des cas de charge de neige, 3. Donc, au niveau du vent, là, le projeteur, qu'est-ce qu'il a décidé? Tiens, on va aller voir la neige d'abord. Au niveau de la neige, 3 cas, ben, c'est la neige EI, c'est l'état initial. Il y a eu un coup de neige dans la nuit, voilà. Un cas de charge neige état initial, un cas de charge neige redistribution 1 et neige redistribution 2. En fait, c'est une fois qu'il a neigé, il peut se produire du vent qui fait une redistribution de la neige d'une toiture sur l'autre. Donc c'est un des cas de charge, dans le cas des Eurocodes, qui est proposé à étudier. Donc c'est en réalité 3 cas de charge différents de neige qui forcément ne peuvent pas être concomitants. C'est pour ça qu'en dessous, on s'abstiendra de rendre combinables, là je viens de les rendre combinables, ces cas de charge de neige parce que ça n'a pas de sens. C'est la même neige qui était en état initial qui était redistribuée en neige NR1 et NR2. Donc ça n'a pas de sens de les rendre combinables. Donc, il faut pas qu'ils soient combinables. C'est-à-dire que au niveau des combinaisons de calcul, il faut qu'il y ait absence de neige, que N état initial, que neige redistribution 1 ou neige redistribution 2. Il a soit eu du vent d'un côté, soit du vent de l'autre. Dès lors que je les rends combinables, ça m'étudierait la présence de la neige état initiale, mais aussi la redistribution. Ça n'a pas de sens parce que c'est la même neige, mais juste qui a bougé d'un versant à l'autre. Donc là, ça va être important de faire ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire totalement manuellement ici dans cette interface. On peut modéliser un bâtiment, créer ces cas de charge et gérer leur combinabilité ici. Ça va être pareil sur le vent. Sur le vent, là, il y en a 12 qui ont été prévus parce qu'il y a des cas de pression. Donc, on va avoir les 4 directions, vent 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, les 4 orientations sur la façade de notre bâtiment. Et puis, pour chaque orientation, il a été considéré, dans ce projet-là, en tout cas, tout va dépendre du projet, c'est la présence de portes, d'ouverture aussi. Sur chaque orientation, il y a eu, donc par exemple pour le côté à 0 degré, donc potentiellement l'ouest, une pression extérieure type 1 en pression intérieure, mais aussi la présence de succion intérieure. Et puis, ce qui est déclaré dans l'Eurocode 2 comme une pression extérieure de type 2, pareil en pression intérieure et en succion intérieure. Donc, on peut imaginer que c'est un projet qui présente des ouvertures, d'où le fait de dupliquer pour un type de pression, succion ou pression, parce qu'on va avoir potentiellement une porte ou une fenêtre qui est ouverte et ça génère à l'intérieur ou pas des surpressions. Mais du coup, ça crée plein de tiroirs, voilà, 12 tiroirs de cas de charge. Et bien entendu, pour les mêmes raisons que pour la neige, on ne va pas les rendre combinables. C'est-à-dire que, notamment, par exemple, le vent à 0 degré, on ne va jamais le rendre combinable avec un vent à 90 degrés. En fait, 2 orientations de vent, ce n'est pas possible. Soit on a le vent qui vient de l'ouest, soit il vient du nord, soit il vient du sud, soit il vient de l'est. Et puis, pareil, différents cas de charge sur une autre orientation, on ne va pas les rendre combinables. C'est-à-dire que le logiciel on veut que le logiciel ne regarde que avec le V0H1, que avec le V0H2, etc. Donc ça, pareil, on peut créer par ces outils, on crée des hypothèses et on gère leur combinabilité dans la matrice ici de combinaison.
tout ça peut être fait manuellement sans aucun problème dans CP 3D. Et du coup, dans un projet comme celui-ci, ça nous donne quoi? Ça nous donne que, alors hier, on a vu que c'était on avait utilisé les outils de charge sur barre. Si je regarde mes charges sur barre, là, dans ce projet-là, j'en ai pas tant que ça. Je sais pas où j'en ai d'ailleurs. Là, je n'en trouve pas comme ça du premier coup. Si je fais voir toutes, non, je les vois pas forcément. Mais c'est surtout que là, sur une structure 3D, ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est les panneaux. Alors, les panneaux, c'est quoi? C'est ce type d'entité. Par exemple, si on se concentre sur cette façade. Ah, attendez, je vais hypothèse vue, on va enlever le voir tout parce que ça va nous polluer un petit peu sinon. Ah, ça c'est le résultat que je vais montrer à la fin. On va voir ça après. Voilà, les panneaux, on a vu qu'il y avait des barres, des poteaux, des arbas qui avaient été mis en place. Et les panneaux, c'est une façon fictive de créer en fait notre bardage ou notre toiture. Donc, par exemple sur la toiture et avec un sens de distribution, c'est important, on le voit ici. Ici, on voit que les pannes dans cette structure n'ont pas été modélisées. Donc, si j'ai des charges qui vont être appliquées sur ce panneau, il faut que le sens de distribution soit celui des pannes. Par contre, si je modélisais les pannes dans mon projet CP3D, ben là, c'est l'inverse. Il faudrait que je mette un sens de distribution perpendiculaire aux pannes. Donc, on a un panneau voilà, qui est délimité par ce contour sur cette surface, une direction de redistribution. Si on regarde dans ce panneau, on voit que a été mis en place le poids propre du panneau, la toiture, voilà, 13 kg par mètre carré à peu près, une charge d'exploitation de 400 kg et puis de la neige. État initial, redistribution 1, redistribution 2. Donc encore une fois, potentiellement la neige sera sans doute combinable, c'est sûr, avec charge d'exploitation et puis le poids propre forcément, mais pas combinable avec NR1, NR2, tel qu'on l'a vu dans les paramétrages généraux. Pareil, NR1 sera combinable avec Q et poids propre, mais pas avec NEI et NR2. Ça, on le verra dans les résultats suite au calcul. Mais là, on voit pas le vent. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour le vent? C'est-à-dire que, en gros, si par exemple, je me concentre sur, voilà, sur les 35 kg au mètre carré, voilà, c'est donc 0,35 kN par mètre carré, donc c'est, voilà, grosso modo 35 décanewtons, 35 kg au mètre carré, pour arrondir. De neige, état initial, qu'est-ce qui se passe avec cet état de neige à état initial dans CP 3D? Eh bien, si je regarde le cas de charge NEI, neige état initial, effectivement, alors manque de peau, il est jaune celui-là. Allez, je vais me mettre sur un fond noir. Ou un fond gris, ce sera tout terrain. Voilà. Donc mes 35 kg au mètre carré, ce qu'a permis le panneau, c'est de les transformer automatiquement en une charge résultante de 1,765 kN par mètre linéaire sur mes portiques. Donc c'est à ça que ça sert le panneau de distribution des charges. Et on voit que par contre sur les premiers portiques, forcément qui ne prennent qu'une demi-travée d'anthrax de portique, et ben c'est la moitié, c'est 0,88 kN par mètre linéaire qui ont été pris en compte. D'accord? Donc les 35 km² qu'on peut visualiser ici, éditer charge sur panneau, je vais forcer leur échelle. Surfacique 10. Voilà. Alors voilà, les 35 km², c'est ce qu'on voit ici. Alors doit y avoir la valeur quelque part. Si je la cherche, voilà, 0,35 kN au mètre carré. Mais en réalité, au niveau calcul, qu'est-ce que fait le logiciel? Directement, il transforme cette charge surfacique en une charge par mètre linéaire. Alors l'intérêt d'une telle chose, c'est que, je sais pas, imaginons on a un projet où en fait on veut faire une porte ici et puis en fait il n'y aura pas de portique intermédiaire et du coup il y a tout à revoir au niveau, par exemple, je vais faire nœud barre effacé. Alors, imaginons qu'il n'y a pas ce portique intermédiaire, d'accord, dans le projet. Ok, et que par contre, quand même, pour pouvoir mieux reprendre les efforts, il a été décidé de rapprocher
ce portique. Non, on va faire. Hop, déplacer l'élément. Voilà. On a décidé de déplacer ce portique comme ça. Donc voilà, des modifications géométriques un petit peu fortes. Qu'est-ce que ça va nous donner au niveau des charges? Pas de problème. La neige est redistribuée autrement, simplement. C'est-à-dire que sur les premiers portiques, on a toujours 1,76, 0,88. Et ici, comme on s'est écarté un petit peu, tout d'un coup, ce portique-là, il est plus chargé. Celui-ci, il est fortement chargé parce qu'il reprend l'autre. Et puis, ça reprend son cours ici. Donc, en fait, là, c'est ça l'apport des charges surfaciques, c'est qu'on ne va pas avoir à recalculer sans arrêt les charges par mètre linéaire sur nos profilés. On peut directement charger au mètre carré et le logiciel va gérer les redistributions. Et donc, pareil, si finalement notre bâtiment n'était pas évasé comme si, on pourrait faire ouvrir un peu le bâtiment. Donc ça, c'est un des attraits du chargement surfacique qui va pouvoir être fait. Autre aspect, c'est donc ça, c'était la neige que j'avais mis dans les panneaux, mais du coup, on n'a pas vu le vent. Ah bah alors le vent, en fait, ce qui se passe, c'est que assez rapidement, on va avoir à faire en plus des panneaux qui accueillent ces charges, on va faire un chargement graphique surfacique local sur le panneau. Et par exemple, on va trouver, alors si j'isole un espace de travail, je vais faire une fenêtre de travail sur un versant de toiture, par exemple, ce versant gauche de toiture, hop, on va se faire une petite fenêtre de travail, toit gauche, ça on visualisera bien. Voilà, donc là on est on est en train de visualiser, je vais me tourner, voilà, le toit gauche, ok. C'est-à-dire que si je suis en train, touc, il a besoin d'être rafraîchi, voilà. Voilà, c'est la toiture gauche ici que je vais regarder de manière micro. Et donc, ce qu'on va pouvoir voir sur ce versant, c'est qu'on peut très bien avoir des bandes de coin, voilà, 60 kg au mètre carré pour ce cas de charge, un chargement courant, un chargement localisé sur le bord d'attaque, 47 kg au mètre carré. Alors là, ça commence à se complexifier à faire ça manuellement, hein. Alors c'est pas très compliqué de créer une charge surfacique. Créer une charge surfacique sur un panneau, c'est simplement venir déterminer un contour et hop. Et après on met une charge. Ouais, je vais mettre n'importe quoi, 15 kN pour forcer un peu le trait. Et c'est ce qui va être pris en compte ensuite en répartition sur le panneau. C'est-à-dire que tout d'un coup, pareil, je peux voir par mètre linéaire ce qui a été mis en place sur les barres. Donc, on peut tout faire manuellement dans CP3D. On a une forte souplesse de saisie, mais rapidement, cette partie-là, la partie, on va dire, vent surtout, particulièrement, pas tant la neige, mais la neige, ce serait intéressant aussi de l'automatiser. Mais sur la partie vent, ça va commencer à être intéressant de le plus possible automatiser cette saisie. Et c'est ce que permet le logiciel, non pas CP3D, mais un autre logiciel qui s'appelle Portal Frame Generator. Donc, si vous allez sur Internet, il s'appelle donc Portal Frame Generator ou générateur de portique. Il avait un nom non traduit, enfin traduit auparavant. Maintenant, c'est Portal Frame Generator, mais c'est le même produit en soi avec la nouveauté étant qu'il est connecté à la plateforme Beam Server également. Donc, Portal Frame Generator, je pense que là, je suis en anglais, mais je peux passer en français. Voilà. Donc, c'est son nom, mais il y a bien entendu une page française qui explique en information détaillée les fonctions de ce module, effectivement, qu'on pourrait appeler, alors qui n'est pas dans CP3D,
Mais en réalité, si vous n'avez pas CP3D, il vous sert pas à grand chose cet outil-là. C'est vraiment un module, un assistant pour CP3D. Alors c'est pas on pourrait dire que c'est un plugin, c'est même un plug-out, c'est-à-dire vous allez voir, c'est un logiciel totalement à part, mais qui après alimente CP3D avec la géométrie du portique et toutes les informations de charge de neige et de vent. Alors le mieux, c'est que je vous montre. Et juste pour compléter ça, vous trouverez sur la page Portal Frame Generator les liens d'informations détaillées, des ressources d'apprentissage et le lien de téléchargement, toujours sur beamserver.center. Portal Frame Generator, vous le téléchargez, vous l'installez. Si vous n'avez pas de licence IP, version d'évaluation 10 jours non consécutifs, pas de problème. Et vous pourrez du coup accéder à ce logiciel ici sur votre bureau. Portal Frame Generator. Alors, comme tous les logiciels CP, on a cette interface initiale, fichier, dernier fichier aide. Donc vous aurez un peu d'informations, le manuel d'utilisateur. Mais il est très très simple à prendre en main cet outil. Donc, en gros, comment ça se passe? On fait un nouveau projet. Voilà. On dit, je sais pas, un hangar par exemple, un bâtiment, peu importe. Voulez-vous introduire un nouveau portique? Donc effectivement, il est basé sur l'idée qu'on va faire une base de données de charge de neige et de vent sur un bâtiment composé de plans répétés ou de portiques très adaptés pour des hangars, mais ça sert aussi pour un bâtiment. Donc on choisit de créer un nouveau portique qui a un ou deux versants, ça pourrait être deux versants. Voilà, je pourrais changer des cotes ici sur la géométrie 2D de mon projet. Hein, oui, on fait tac, on saisit la cote, d'accord? Et ensuite on accepte. Donc ça c'est la coupe, on va dire 2D type de notre projet. Ensuite, on va pouvoir configurer le nombre de travées entre ce portique. Ça pourrait être une seule hein, si on veut faire une boîte, juste si on n'est pas forcément dans une idée de hangar, ça pourrait être une seule séparation entre deux plans 2D. Là, moi, ça va être un hangar, voilà, 5 mètres, 5 travées séparées de 5 mètres. Est-ce que je veux ou pas une couverture en toiture? Le poids de la couverture? Est-ce que oui ou non je suis clos latéralement? Est-ce que j'ai un bardage avec le poids? Et est-ce que je veux mettre en place une charge de vent et une charge de neige? À charge de vent, je vais faire la démonstration pour les normes françaises, mais vous voyez que il y a également Algérie, bref, avec les cartographies d'intégrer de ces pays-là et la norme RNV 99 de l'Algérie, du Maroc, de Belgique, bien entendu. Et quand bien même vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces paramètres-là par défaut, vous pouvez par exemple vous mettre sur le UE générique. C'est l'application des eurocodes de manière générique. Ça peut être du coup utilisé potentiellement dans d'autres pays où en fait on définit directement la vitesse de référence et la catégorie de terrain, etc. Donc voilà. Pour la France, on va avoir deux disponibles. Alors on a toujours les NV65 2009 qui ont été développés il y a déjà plusieurs années, mais maintenant effectivement on a les Eurocode 1 qui sont disponibles depuis 10-15 ans. Plus, ouais, 15 ans, ouais, facile. Avec, ici, on va définir les données de l'emplacement, donc où est-ce qu'on se trouve dans notre projet. Par exemple, nous ici, je vous dis coucou de l'Ille-et-Vilaine, de Rennes, donc on va être en zone 2. On peut mettre en place des coefficients directionnels de vent. On a le paramétrage, on va dire classique Eurocode, facilitant la saisie des charges de neige et de vent ici en l'occurrence. Quelle est ma catégorie du terrain? Est-ce qu'elle est unique ou est-ce que suivant la direction, j'ai une catégorie de terrain différente, mais on retrouve mes vents à 0 degré, 90, 180, 200, 110 degrés. Voilà, on va prendre l'hypothèse d'une catégorie unique, qu'on est en port en périphérie de ville, en zone urbanisée ou industrielle, bocage. Est-ce qu'on a une topographie, orographie autour de notre projet qui est plane ou compliquée? Voilà, on pourrait
Oui, l'image est bloquée. Elle est pas bloquée, l'image, c'est que je ne bougeais plus, tout simplement. Excusez-moi. C'est bon? Parfait. OK. Ben, je sais pas ce qui s'est passé, petite coupure. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on a une option, je sais pas trop à quel moment ça a décroché. Donc on a tout le paramétrage heu, de calcul de charge de vent, l'emplacement, catégorie de terrain, orographie et la possibilité effectivement de renseigner des ouvertures avec cette saisie en fait, géométrique, sous la forme d'un tableur en fait. Et au niveau neige, ça ressemble à la même chose. Donc pareil, on va trouver, la France, la Belgique. On n'a pas, Maroc, Algérie, même si je suis persuadé que parfois il neige par là, mais voilà, pareil, vous même combat, si vous avez des choses à paramétrer, vous pourrez les paramétrer ici avec, par exemple, l'Eurocode 1, pourquoi pas la région climatique spécifiée par l'utilisateur, indiquer une charge de neige sur le sol, un coefficient d'exposition, un coefficient thermique, et cetera, et cetera. Donc en France, on va choisir en fait nos données d'emplacement. Voilà, par exemple, pareil, je suis en zone 1-1, mon altitude topographique. Est-ce que je suis exposé au vent normal ou est-ce que j'ai une chute de neige exceptionnelle couplée à une accumulation exceptionnelle? On a une autre option qui est de considérer la formation de glace, donc plus lourde, due à la pluie sur la neige tombée. Voilà, mais ça dépend de notre région. C'est pas le cas en Ille-et-Vilaine, ça va être plus le cas dans les Alpes. Et on accepte. Voilà. Alors, un autre aspect qu'on va avoir à renseigner dans le logiciel, alors je vais ouvrir directement ce que j'avais d'avant. C'est le même projet, mais avec en plus les hélices et les pannes de paramétrer. Donc en fait, c'est donc les données générales sont celles qu'on va effectivement donc renseigner ici. Alors attendez, je vais reparamétrer ça. Tac, tac. Hop. Paf, très bien. Et, et on va avoir en plus à compléter dans ce module la partie panne hélice. Alors pour la partie panne hélice, en gros, c'est ce qu'on voit qui a été mis en place ici, parce que j'avais préparé ça. Donc en fait, c'est pas tant qu'on physiquement on va modéliser les pannes et l'hélice, mais l'objet du portal frame generator, et c'est la seule chose qui calcule finalement, enfin il génère les charges de neige et de vent, et il fait une espèce de prédimensionnement de l'ossature secondaire que sont les pannes et que sont les hélices. Il vous demande ici des hypothèses de calcul. Il a besoin d'hypothèses de calcul. Quel est votre critère sur la flèche? Souvent elle est sur 250. Est-ce que vous voulez un calcul isostatique des pannes ou hyperstatique? Et quel est le type de fixation? Ça va conditionner essentiellement le type de vérification. Est-ce que je considère que ma panne est vouée à elle-même et du coup elle peut éventuellement être soumise à de la torsion, de la flexion dans son plan, hors de son plan ou pas? Ça va être plutôt une couverture non collaborante. Ou est-ce que je suis plutôt une fixation rigide avec un panneau euh, porté qui est plutôt rigide? Et dans ce cas, et c'est ce qu'on va trouver sur les aides, c'est comment dire, le déversement de l'aile inférieure ne sera pas vérifié. Il y aura que, en fait, les seuls efforts supportés sont des efforts de flexion et des efforts tranchants dans le plan perpendiculaire à la toiture. Donc, on a vraiment une panne qui est dans son plein rôle de, de, de- de porter la toiture, mais qui est rigidifiée par le panneau lui-même et potentiellement par des liernes pour éviter le risque de déversement. D'accord? Ça, c'est des hypothèses de prédimensionnement. Et ensuite, ici, dans les types de profilés, on trouvera des profilés donc laminés, des profilés PRS et très souvent, on va faire aujourd'hui en laminé ou en acier formé à froid. En tout cas, acier formé à froid, c'est ce qui se fait de manière plus courante, en tout cas aujourd'hui, je pense en France, sur les pannes et les lisses, et avec différentes formes. Ici, je suis sur une panne Sigma, par exemple, ou qu'on appelle canal avec âme ready, mais voilà, qui est une forme de Sigma. On définit la séparation, on définit le type d'acier, et une fois qu'on a saisi toutes ces informations-là, on peut valider ou faire un dimensionnement. Et là, le logiciel fait une vérification sur toute la toiture. Est-ce que cette panne sera suffisante pour notre calcul? Il me confirme que oui, qu'il a une contrainte
qui va être OK à 80% et une contrainte de flèche, les L sur 250, qui est vérifiée à 75%. Donc ça veut dire qu'on est OK. Le but du jeu, c'est d'être inférieur à 100%. Vous disposez d'un rapport pour justifier de cette panne. Donc toujours comme dans CP3D, un rapport très très propre ici, avec un rappel effectivement du vérification 80,7%, c'est pour ici le statut MY, c'est-à-dire que si on fait, alors il y a les vérifications classiques géométriques de l'Eurocode, hein, relation largeur-épaisseur, et voilà, la note de calcul de résistance à la flexion suivant l'ex Y, 80%, il nous indique en plus exactement les coordonnées X, Y, Z, donc 0,945, 20, 8, 0,95, où se produit sur la toiture le pire cas, le cas le plus défavorable sur notre panne, et il nous indique quelle combinaison d'actions, c'était la présence de charge permanente majorée, non pas à 1,35 mais à 1, plus le vent à 0 degré pression extérieure 1, majoré de 50%, 1,5. Voilà, c'est l'effort sollicitant de calcul le plus défavorable, il s'est produit à ce point-là pour cette combinaison d'actions et il a généré un moment de flexion de 10,63 kN. Or, cette panne sigma avec cet anthrax d'1,90 m, cet acier à 350 MPa, eh bien, il est résistant à 13,18 kN/m. Donc 10,63 divisé par 13,18, MED sur MCRD égale 0,807. OK. D'accord? C'est une note de calcul qui explique, en fait, qui justifie du bon dimensionnement. Et au niveau effort tranchant, il n'y a aucun problème, on est à 30%. 0,27. OK, voilà, ça c'est le principe pour les lisses. C'est le même principe pour les pannes, et c'est le même principe pour les lisses, sauf que là j'ai mis une panne C. Voilà, une panne C. Bien. Donc c'est les seules opérations qu'on a à faire. Voilà, ah non, j'ai un problème de vérification de contrainte. Qu'est-ce qui se passe? Lisse. Ah oui, en formé à froid en S235, c'est un peu léger. S350, ça va mieux le faire. Ouais, voilà. Bien. Alors en réalité, c'est pas un essai lisse. À la fin, ce sera pas dans le. C'est une sous-structure, c'est un poids. Ça porte le bardage ou la couverture et ça le transmet sur la structure principale. Donc on n'a pas, sauf si ces pannes et ces lisses sont jugées contreventantes dans la longueur du bâtiment, on n'a pas à les prendre en compte dans le calcul structurel. Par contre, leur poids, oui. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc c'est les opérations, en gros, dans le Portal Frame Generator, pour résumer, c'est créer ce portique ou sa suite de portiques, parce qu'effectivement, on peut créer ensuite plusieurs portiques attenants, hein. Et à la fin, ça va générer une base de données de charge de neige et de vent sur un bâtiment comme ça. D'accord? Voilà. Tac, tac. Là, je simplifie. Donc, pour résumer, on définit sa géométrie 2D type qui sera répétée n fois dans la longueur. On définit les n fois la distance, les conditions de clos en toiture, les conditions de clos latéral, les charges de vent de neige. On définit les pannes et les lisses. Et à partir de là, on a fini le job dans Portal Frame Generator. On peut commencer à visualiser ici des choses. On peut représenter les charges, par exemple, sur le portique numéro 2. Et on veut voir, par exemple, justement, le vent 0 H1. C'est celui-ci. Je vais sans doute forcer un peu son échelle pour avoir une meilleure représentation. Et voilà, donc là, j'ai ce qui est par mètre linéaire reporte sur ce portique. Mais ici, à ce stade, il n'y aura pas de calcul de la structure. Il y a eu de constituer en fait une base de données de charge, de neige, de vent, de poids propres de bardage, de couverture et aussi d'ossature secondaire que sont les lisses et les pannes. Et à partir de là, on va pouvoir faire un export vers CP3D.
Parce qu'en fait, ça sert à ça. C'est un assistant de saisie d'obtention des charges de neige et de vent pour un bâtiment qu'on veut calculer en CIP 3D. Quand on fait ça, on va arriver dans cette interface d'export où on va paramétrer la modalité d'export de notre projet. On va définir si on sera plutôt sur des portiques biarticulés ou bien encastrés. Alors, on pourra tout reprendre dans CIP 3D de toute façon, mais c'est des hypothèses initiales pour assister à la création du projet en CIP 3D. Est-ce que on veut que le logiciel nous génère effectivement une valeur approchée de coefficient de flambement dans les ossatures? Et puis très important, c'est est-ce que je veux exporter uniquement un portique en 2D ou est-ce que je veux faire une génération 3, plutôt dite 3D? C'est vraiment là totalement différent comme export. On va voir les deux cas, qu'est-ce qui se passe là-dessus. Par exemple, je peux exporter le portique numéro 2 et j'accepte. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que tout d'un coup, j'ai une série de menus à accepter ici, et tout d'un coup, il va me lancer CIP 3D. Il va me faire valider des choses dans les données générales. Il me fait créer un projet qui serait par exemple, je vais l'appeler hangar, mais en réalité là, ce que je vais recevoir, c'est que le portique numéro 2. Donc je vais l'appeler prédim portique numéro 2. Et me revoilà dans CIP 3D, que avec un portique 2D. Ok. Alors j'ai une question de Abdul Razak Achirou. Est-il possible de générer automatiquement des charges climatiques pour des structures d'autres types que des hangars à base primatique, par exemple des enseignes ou des structures sans toiture ni bardage latéral? Euh, si, voilà, des panneaux, quoi, oui, des enseignes. Je dirais que là-dessus, effectivement, on peut toujours utiliser le générateur de portique, le portal frame générateur de manière détournée pour le faire. Mais là, on est plutôt sur quelque chose quand même où on va être plutôt sur une estimation et un chargement direct dans CP3D. Voilà, je vous mets que vous voyez la réponse, la question qui a été posée ici. Alors, me voici donc dans CP3D suite à l'utilisation de cet assistant. Alors ici, je vais le faire rapidement, c'est pas forcément l'objet, mais je vais faire rapidement un dimensionnement, même si c'est pas forcément l'idée du webinaire d'aller trop profond dans ce sujet-là. Par exemple, je vais dire qu'on est sur des IPE, très bien. Ce qui est important à identifier, c'est que lors de l'export, il y a eu la création de charges automatiques et toutes ces couleurs de charges. Tout ça, c'est ce qui a été généré automatiquement par le générateur de portique. C'est-à-dire que si je regarde le cas de charge NEI, que je force mon échelle de reprise, voilà. On retrouve nos S1 791 charges de neige. Redistribution 1, redistribution 2, voilà, par exemple, il y a eu un coup de vent qui venait de la droite, ça a redistribué à gauche, etc. Et par exemple, le vent qui vient de ma façade gauche, le vent qui vient de la façade droite. Et tout ça, c'est des charges que maintenant j'ai totalement la main dessus. Voilà. Donc il m'a généré automatiquement quelque chose, mais les, le chargement ici peut être repris par l'utilisateur, quoi. Donc ici c'est vraiment
comme ce qu'on avait pu voir hier, c'est une structure de 4 barres et en fait, il y a eu des charges paramètres linéaires et ici, dès lors, on pourrait lancer un dimensionnement. On va voir ce que ça donne. J'aurais peut-être mis des jarrets, ça aurait été un petit peu mieux quand même. Voilà, je suis un peu gros. On va mettre des jarrets. Jarret initial. On va se mettre à 20% de la longueur du profilé, soit 10% la portée du... Hop, on va redimensionner ça. Donc ça, c'est pour un export 2D. Donc vraiment, l'objet, c'est vraiment le prédim 2D de nos portiques. Mais pendant ce temps, on n'est pas en train d'étudier la stabilité globale du bâtiment sur, dans le sens longitudinal du projet. On a un petit peu réduit. Bon, il s'agit là maintenant de travailler sur l'optimisation de notre structure parce que maintenant, il y a aussi à voir pas mal d'autres sujets tels que, par exemple, bah là, ont été pris en compte, par exemple, le flambement, ont été pris en compte le déversement, et là, il va falloir travailler sur ces sujets-là, en plus de cette simple génération de charges de neige et de vent. Si ça, c'était pour un export 2D. Si je reviens sur mon projet, donc ça, c'est vraiment quand je veux prédimensionner, c'est vraiment une bonne action. Autre chose, c'est de, je vais fermer ça, hop. Il me laisse pas ouvrir avec CP3D d'ouvert, c'est ça? Si. Voilà. Autre chose, c'est de faire un export 3D. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'arriver plus à ce que je vous ai montré au tout départ, c'est-à-dire sur le bâtiment complet, avoir des charges surfaciques. Donc, lors de l'export, pour l'instant, on a vu qu'est-ce qui se passe comme assistance de création d'un projet dans CP3D en 2D. J'avais exporté uniquement le portique numéro 2 avec des charges par mètre linéaire sur les barres. Par contre, si je suis dans un stade plus avancé du projet, que je veux être plus précis dans mon dimensionnement, j'en suis même à l'exécution. Alors là, dans ce cas, ça va plus avoir de sens de faire une génération 3D. Moi, j'aime pas grouper les plans, ça c'est une option dans CP 3D. Quand vous l'aurez en main, vous comprendrez à quoi ça sert. Moi, je préfère ne pas le faire. Pareil, il me fait créer un projet indépendant donc dans CP 3D. Mais là, je vais l'appeler voilà, hangar 3D. À ce stade, j'aurais j'ai que les poteaux et les arbas qui sont faits, donc il me reste à faire, à revoir la géométrie complète de mon projet. Je vais dire pour l'instant, allez hop, tac, on va vite fait mettre, je sais pas, peu importe, c'est pas très important, IP 400, tac. Et ce qui est important à identifier, c'est que là, ce ne sont pas des charges sur barre qui ont été mis en place, mais ce sont des panneaux qui ont été générés automatiquement. C'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc en fait, d'une 2D dans Portal Frame Generator, j'ai obtenu une 3D avec des panneaux d'application des charges. Et sur ces panneaux, je retrouve poids propre, neige, neige redistribution 1, neige redistribution 2. Je ne trouve pas le vent parce que le vent, lui, a été fait automatiquement en tant que charge surfacique. Donc par exemple, si je regarde V0H1, on va le retrouver effectivement ici, par exemple sur le latéral, 72 km², sur la toiture, 23 km², avec la petite cartographie sur le bord d'attaque, il faut l'attraper, 164 km² sur le petit coin là, 117 sur cette partie-là. Donc, il m'a généré tout ça automatiquement. Alors, donc, Sandrine Guipouy me pose une question, peut-on générer des travées différentes dans Portal Frame Generator? Donc la réponse est non, et c'est pas grave, parce qu'en fait,
J'aurais pu mettre, à partir du moment où je fais un export 3D, c'est là où je reprends la main sur cette base de données géométrique. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est ici que je vais pouvoir, par exemple, effacer un peu ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait. C'est totalement issu de Portal Frame Generator. Je peux effacer un portique ou je peux effectivement déplacer un portique. Tant que ça se fait dans la même boîte qu'on a définie dans Portal Frame Generator, il n'y a pas de problème. Voilà. J'agrandis largement ici parce que je veux faire une grande porte ici. Eh bien, je suis toujours sur... Oula, j'ai dû faire une fausse manip là. Voilà, donc j'ai agrandi un petit peu ce portique-là. J'ai toujours des charges par mètre carré qui sont générées, mais automatiquement, ça m'actualise les charges par mètre linéaire sur mes poteaux. Donc ça répond à votre question, Sandrine. Votre autre question, c'est comment prendre en compte les différents coefficients de continuité sur les différents portiques dans les cas de panne continue. Alors ça, c'est vrai que le logiciel là-dessus, tant qu'on prend les pannes comme une sous-structure, donc un poids au mètre carré, c'est-à-dire que mes pannes ici sont définies dans un panneau fictif comme un poids. Bon, en gros, ça doit être parce que j'avais mis 10 kg et là il y a 2,9 qui apparaît, ça doit être les 3 kg au mètre carré. En fait, les pannes apparaissent ici comment dire, un poids simple et le vent, lui, enfin toutes les charges qui sont appliquées, la neige, le vent, le bardage, bah, sont réparties, mais de manière, il n'y a pas de prise en compte finalement d'une hyperstaticité des appuis pour ça. Donc effectivement, la répartition qui est faite automatiquement, c'est une répartition, ben voilà, une charge qui est posée ici, elle est répartie à égalité à gauche et à droite sur les barres qui sont là. Si on veut prendre en compte plus précisément les coefficients de continuité, ben en fait, il faut aller jusqu'à modéliser les pannes qui seront calculées, qui seront prises en compte dans le calcul, et du coup, leur hyperstaticité et leur réaction d'appui réelle sur les fermes sera prise en compte réellement. Voilà. Mais c'est pas forcément directement ici. Enfin, c'est à réception tout d'un coup où je vais pouvoir générer finalement mes lisses. Par exemple, j'avais quoi? J'avais 10 mètres, 1,90 m, ça doit être à peu près, ouais, c'est tout, un truc comme ça. Et je vais créer en fait mes lisses et je vais pouvoir modifier la direction de distribution de cette couverture. Par contre, j'oublierai pas d'enlever le poids de mes pannes, j'y lisse depuis tout à l'heure, mais de mes pannes, parce que le poids propre de mes lisses sera directement ici en fait. Ici, je vais définir en fait des lisses dont le poids propre sera considéré. Voilà, je vais prendre des pannes de chez Sadef par exemple. Stock. Et attends, je l'ai pas pris. Sigma. Voilà, on va prendre 200. Hop. Et je vais appliquer ça sur mes autres pannes. Voilà. Et là, du coup, oui, les cas de charge seront plus directement reportés sur les femmes, seront d'abord portés par les pannes, et les pannes seront calculées en hyperstaticité ou pas, hein. Alors ça va totalement dépendre des conditions d'appui qu'on va créer. En fait, nous, là, pour l'instant, j'ai pas créé de nœud, mais par exemple, cette panne-là, il faut que je la connecte ici. Là, comme on l'a vu hier, le fait qu'il y ait un trait gras, je suis passant, donc j'ai une hyperstaticité, mais je peux rendre ma barre aussi isostatique, dire voilà, en fait, non, ma barre, elle va vraiment que de là à là, et elle est articulée
en extrémité. Donc là, ça va dépendre complètement. Là, ici, j'ai fait une poutre isostatique. Par contre, ici, dès que je file, si je fais une pièce qui va de là, enfin, si je fais sur la deuxième, pardon, de là à là, je vais pouvoir faire ça. Là, j'ai une hyperstaticité parce qu'on a un trait gras. Même si je mets en fait là un nœud articulé, j'aurai une panne articulée, on va dire, en appui simple sur notre ferme, mais qui sera en hyperstaticité. Et du coup, la réaction d'appui sera la bonne, celle correspondante. Voilà un petit peu l'explication de comment ça arrive en fait en automatique dans CP 3D. Alors bien entendu, à part si c'est un export 3D, il nous a fortement facilité l'export 3D, mais il nous reste un petit peu de travail. Voilà, créer ou pas les pannes, créer forcément les croix de contreventement, et c'est un petit peu le résultat qu'on pouvait voir dans ce projet que je vais ouvrir. Allez, on va prendre celui-ci, qui est similaire. Ça, c'est un autre projet qui présente un appentis et qui présente également... Ah non, celui-là, il n'est pas fait avec des panneaux, tiens, justement. Alors, on va reprendre notre hangar industriel. Ah oui, mais je l'ai modifié. Attendez, 2 secondes. Ou alors, on va prendre notre mitoyen. Voilà. Et on va pouvoir voir ce que ça donne un peu en calcul. Et je vais pouvoir prendre les questions. Attendez, je vérifie ce qu'on a mis en place. Ouais, ici, c'est bon. Donc voilà, ici, il y a les palets de contrevendement qui ont été mis en place, les butonnages, etc., etc. Pendant que ça calcule, je vais commencer à répondre à des questions. J'en ai répondu à quelques-unes. Anselme Thiombiano, comment procède-t-on pour un export depuis Portal Frame si on a des intervalles de portiques différents? Donc j'y ai répondu. C'est à la réception d'un CP 3D qu'on vient faire gérer ces intervalles de portiques différents. Clinan Touré qui me demande: est-il possible de définir nous-mêmes les types d'appui articulés ou encastrés? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est ici à réception. Pareil, c'est des questions d'assistance dans Portal Frame Generator, mais ici à réception dans CP 3D, on vient gérer totalement ce qu'on veut mettre en place comme type d'appui encastré ou articulé. Et il faut être cohérent aussi sur les coefficients de flambement de nos poteaux et nos poutres qu'il faut actualiser en fonction de nos conditions d'appui. Ça, c'était des questions simplement de l'assistant de Portal Frame Generator, mais après en CP3D, on reprend totalement notre liberté. Comment appliquer les charges d'entretien sur la toiture? D'Apollinaire Ndoubadi. Eh bien, c'était dans le Portal Frame Generator, il y avait à un moment donné, quand je définissais le fait d'une présence de toiture, il y avait une surcharge je suis passé rapidement dessus, mais il y a une surcharge qui pouvait être modélisée. De toute façon, à réception dans CP 3D, je peux, soit par les charges surface X, soit par les charges sur panneau, ajouter ici, par exemple, un cas de charge d'exploitation directement ici, quoi. D'accord? J'ai Racha Fifi qui me demande: bonjour, s'il vous plaît, je veux mettre un pont roulant dans mon hangar. Comment j'introduis la charge? Alors, on est déjà sur une question plus qui n'est pas dans le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on devait être sur les charges de neige et de vent, mais c'est pas grave. C'est de toute façon un sujet de chargement qu'on va faire effectivement dans CP 3D. Dans CP 3D, vous pourrez modéliser déjà la structure correspondant à ce pont. Enfin, vous pouvez faire un projet CP 3D simplement correspondant à la poutre de pont roulant pour le calculer, le dimensionner, parce que c'est un peu une sous-structure, on va dire. Et puis sur le hangar,
vous pourrez venir appliquer sur les nœuds que vous créerez ici, les charges résultantes de vos réactions d'appui horizontales et verticales de votre pont roulant, notamment résultant des freinages et du transport des charges. Mais ce sera des charges à définir sur nœud en fait dans JP3D. Youssef qui m'indique les charges des zones d'attaque sont plus importantes. Est-ce que les pannes seront calculées Oh, j'ai perdu ma liste de questions. Oups. Tac. Est-ce que les pannes seront calculées avec? Oui, tout à fait. C'est dans le prédimensionnement que fait Portal Frame Generator, ça a été pris en compte. Et j'ai donc Sandrine qui me parle de les paramétrages du flambant. Pouvez-vous préciser les paramétrages du flambant? Alors là, les paramétrages du flambant, il y a plusieurs sujets qui peuvent être vus. Vous avez déjà quelque chose que je ne vais pas explorer trop aujourd'hui, mais le logiciel permet un calcul automatique des coefficients de flambement par un module qui s'appelle analyse de flambement. Mais néanmoins, il est important avant de voir cette attribution automatique de voir la saisie manuelle. Ça se passe ici, c'est dans les barres, flambement. En fait, pour chaque barre du projet, on vient indiquer, par exemple, ici ce poteau. Alors attention, ça va par segment de barre. C'est-à-dire que mon poteau, on sait que lui, ici ce poteau en très gras, il va sur ces 2 segments de barre et le paramétrage se fait par segment. Et ici, alors soit vous faites de l'attribution d'efforts normaux critiques si vous les avez estimés par un autre biais, soit vous faites l'attribution d'un coefficient de flambement ou flambage dans chacun des plans locaux, plan XY, ici c'est le plan faible de notre barre, ou plan XZ. Donc c'est soit vous utilisez les bêta 0,5, 0,7, soit vous paramétrez un coefficient directement manuellement. Il y a un module de calcul approximatif des longueurs de flambement qui est disponible ici. Donc ça, voilà, sur les 2 plans, on va pouvoir gérer des coefficients de flambement de nos segments de barre. On peut aussi assigner les coefficients de moment, de facteurs de moment uniforme sur les 2 plans également. On peut attribuer des critères pour l'analyse de flambement. Donc ça, justement, c'est ce qui fait appel à ce module-là, c'est-à-dire quand on indique qu'un poteau, on permet d'actualiser les coefficients de flambement dans le plan X, Y ou XZ, ça veut dire que quand je vais utiliser le module analyse de flambement, j'accepte que le logiciel calcule les coefficients et vienne automatiquement actualiser les coefficients de flambement de la structure. Pareil, c'est un sujet un petit peu plus profond qui nécessite éventuellement un autre webinaire. On en a fait. On peut vous communiquer justement ces webinaires-là si vous nous sollicitez en support technique. Et là, on a une ossature qui a été faite ainsi, avec tout cet autre travail de vérifier. Le but du jeu, c'est encore une fois d'arriver au tout vert. Et on obtient nos notes de calcul associées. Par exemple, si je regarde le taux de travail de cet IPE 270, il y a de fortes chances que, par exemple, sur la flexion, suivant l'axe Y, il a un taux de travail de 43%. Eh bien, c'est pour la combinaison de charges poids propre plus 1,5 fois, ici c'est VY dans une direction. Eh bien, c'était des charges qui ont été automatisées depuis le générateur de portique. Je vais clôturer le webinaire, sauf si on a d'autres dernières questions sur lesquelles je peux encore vous répondre. Donc, pour conclure, effectivement, ce Portal Frame Generator est disponible sur Beam Server Center, le store. Et je vous invite encore une fois à vous inscrire pour le webinaire suivant, le dernier de cette session d'initiation aux outils de CIP pour la structure 3 métallique. Ce sera la conception d'assemblage avec CIP Connect. Si j'ai pas d'autres questions, je vais vous laisser là-dessus. J'active ma petite webcam.
un dernier petit coucou. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite bon courage dans vos études. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt.